Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Beaucoup de déclarations qui sont intéressantes et que vous allez nous présenter. D'abord, que dit-il précisément Dmitri Peskov ? Eh bien, tout d'abord, Dmitri Peskov parle de l'avenir de Vladimir Poutine. Il se livre à des pronostics pour la prochaine élection présidentielle. Un scrutin, vous l'avez dit, qui se déroulera au mois de mars 2024. Et dans un long reportage du New York Times, où il est cité, le porte-parole du Kremlin est catégorique. Poutine sera réélu l'année prochaine avec plus de 90% des voix. Et un mandat supplémentaire, c'est 6 ans de plus jusqu'à la présidentielle suivante. Et rappelons qu'à présent, ces mandats peuvent être renouvelés ad vitam aeternam. Sur le régime russe, Peskov confie même aux journalistes du New York Times « Notre élection présidentielle n'est pas vraiment une démocratie, c'est une bureaucratie coûteuse ». Alors, la Russie, ersatz de démocratie, interrogé sur la question, Peskov rétropédale et crie à la manipulation dans les médias russes. Bien que les élections soient une exigence de la démocratie et que Poutine lui-même ait décidé de les organiser, il est théoriquement possible de ne pas les organiser car il est déjà évident que Poutine sera réélu. C'est mon opinion personnelle. Alors pour rappel, Vladimir Poutine n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession. Et dans cette interview vérité, il y a un autre élément important, c'est qu'il semble acter, c'est une forme d'aveu d'échec sur le terrain, en tout cas pour la guerre en Ukraine. Oui, est-ce que la Russie va poursuivre son offensive en Ukraine ? Le New York Times a posé la question au porte-parole du Kremlin. Réponse sans équivoque de Dmitri Peskov. Nous voulons juste contrôler toutes les terres que nous maintenons, écrites dans notre constitution comme étant les nôtres. Comprendre, la Russie revendique simplement les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporijia, ainsi que la Crimée. Une position à rebours de celle qui avait servi de prétexte à l'invasion à grande échelle. Souvenez-vous, le 24 février 2022, jour du début de l'invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine déclarait vouloir débarrasser toute l'Ukraine de nazis. On l'écoute. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Rappelez-vous encore, Emmanuel, le 24 février, le plan de Poutine était de prendre Kiev en 3 jours seulement. En témoignent ces images de l'époque avec cette colonne de chars, tous alignés et menaçants sur une 60aine de kilomètres environ, on s'en rappelle. Alors pourquoi un tel revirement aujourd'hui ? Là encore, c'est l'interview de Dmitri Peskov qui donne des indices. Le porte-parole du Kremlin glisse aux journalistes. Il n'y a actuellement aucune base pour un accord, donc sous-entendu des négociations. Base qu'il a pourtant posée en évoquant la reconnaissance comme russe des régions occupées. Et justement, ce week-end, lors des négociations organisées en Arabie Saoudite, c'est cette position qui était présentée par la délégation russe, cette position de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les nouvelles réalités territoriales doivent être reconnues. Merci Christophe. Gérard Chalion, on commence par cette grande déclaration d'amour à la démocratie par Dmitri Peskov qui annonce le résultat du scrutin de l'an prochain. 6 scrutins il y a d'ailleurs, parce qu'il explique qu'en temps de guerre on pourrait l'escamoter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut un peu d'humour, parce que c'est vraiment pas très sérieux, d'autant plus que par la suite, alors il parle de dénazifier, etc. Il est en retard d'une guerre là. Oui, il y a eu des sympathisants nazis en Ukraine au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, tout ça, à part les mecs d'Azov, je veux dire, c'est pas sérieux. Là, vous êtes sur les motifs qui ont justifié voilà. qui ont été le prétexte pour envahir l'Ukraine. Alors moi, j'étais sur cette élection de mars 2024 qui n'aura peut-être pas lieu. En tout cas, il donne le résultat. De toute façon, il serait réélu. Voilà. Bon, ce qui n'est peut-être pas le cas de Biden. Bon, le véritable problème, c'est qui va être élu aux États-Unis, parce que ça, c'est très important. Et si
c'était M. Trump, ce que nous ne pouvons pas écarter, la politique américaine va être très différente. Et très mauvais pour nous aussi, j'entends nous, démocrates. Ceci dit, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est aujourd'hui occupé par les Russes, l'Ukraine, bon, c'était russe jusqu'à 1954. En ce qui concerne certaines des parties qui sont occupées, elles étaient russes de toute façon. Non, c'est pas vrai. C'est quoi ça veut dire? Bien sûr. Là, vous allez vous attirer les foudres de Lyudmila. Écoutez, moi, je suis de la région de Lugansk et je jamais me suis considérée comme une Russe. Il y a une population russophone, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont russes ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que l'Ukraine en tant qu'État, ça n'existe pas? Et Poutine, il a tous les prétextes pour pouvoir faire ce qu'il fait? Oui, il y avait énormément de russophones qui étaient également des Russes et qui dépendaient du patriarcat de Moscou, de la même façon que les Uniates qui se trouvent à l'ouest dépendent de Rome. Je veux dire, l'Ukraine, c'est quelque chose de plus compliqué que quelque chose qui... Ça, vous me racontez à moi, une Ukrainienne, que l'Ukraine, c'est un peu plus compliqué, que l'Ukraine, ça n'existe pas, en gros. C'est un État qui est un peu artificiel. Mais non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous entendez quand même. Non, Gérard Chaliand, vous admettez jamais dit que l'Ukraine c'est artificiel. Je dis c'est compliqué qu'une partie est rattachée à Rome, une partie est restée rattachée au patriarcat de Moscou. Bon, parce que les choses sont compliquées. De la même façon que l'Alsace-Lorraine, ça se discute. Si vous êtes allemand, vous voyez ça d'une certaine façon, et si vous êtes français, vous le voyez d'une autre façon. Alors, je veux dire que les États n'existent pas depuis toujours sous la forme qu'ils occupent. Je ne suis pas l'arbitre. On sait qu'il n'y a rien à arbitrer. Il n'y a rien à arbitrer, bien sûr. Non, il n'y a rien à arbitrer. On va revenir sur la question. Bien sûr, rappelons qu'il y avait des russophiles dans cette zone, ce qui ne justifie pas évidemment une guerre d'invasion d'une zone. Vont-ils se contenter, pardon, je mets d'énormes guillemets, Vincent Hugeux, de ce Donbass qu'ils ont conquis par la force et en tuant, rappelons-le, des dizaines de milliers de personnes, ou pas? C'est ce que semble indiquer Peskov. Alors, en préambule, il n'en demeure pas moins que, en termes de droit international, Moscou s'est engagé formellement et à plusieurs reprises à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour moi, notamment ça quand ils ont rendu leurs armes nucléaires. Invoquer l'histoire peut nous mener absolument n'importe où. Donc, je veux dire, et pas seulement en Russie, mais partout dans le monde. Exact. Sur Peskov, deux éléments de contexte importants. D'abord, les citations, ces deux phrases très brèves, dans un long récit absolument fascinant de notre confrère Roger Cohen, que j'ai le privilège de connaître un peu, qui a sillonné la Russie pendant des semaines, un mois complet, qui a rencontré des dizaines d'interlocuteurs. Ça allait du poutinolâtre de base à l'universitaire dissident. Bon, donc il ne faut pas imaginer que c'est une sorte de grande interview. Mais j'en viens quand même à l'essence même de ce propos. D'abord, deuxième élément de contexte, rapide. Très vite, dès la diffusion du reportage du New York Times, Peskov, via l'agence TASS, a procédé à un rétropédalage incroyablement laborieux pour dire qu'évidemment ces propos avaient été mal interprétés par l'un des journalistes les plus aguerris et les plus expérimentés de la presse toute l'Atlantique, chef du bureau parisien du New York Times par ailleurs, et que bien sûr c'est pas du tout ce qu'il avait voulu dire. Mais enfin bon, plus sérieusement, et c'est pour moi plus que la référence à la démocratie, il trouve quand même dans sa mise au point le moyen de dire que Poutine pourrait se passer d'un scrutin, mais qu'il est tellement attaché aux normes démocratiques qu'évidemment, il respectera l'échéancier initialement prévu. Non, plus intéressant, c'est effectivement la question que vous soulevez, Emmanuel, la question territoriale. N'oublions pas, quand Maria Zakharova dit qu'il va falloir accepter les nouvelles réalités, la nouvelle réalité, c'est que Moscou ne contrôle même pas les 4 entités prétendument annexées et telles qu'inscrites dans la Constitution nouvelle mouture, et que par exemple on a totalisé, il y a 16 000 km² qui aujourd'hui échappent au contrôle de Moscou, dans le Donbass, Donetsk, Lugansk, mais aussi les 2 autres entités, n'oublions pas, Zaporijjia, Kherson. Donc déjà c'est un non-sens factuel, tout simplement. Et donc l'idée que Peskov tente de faire passer, à moins qu'une fois de plus on ait mal interprété sa pensée profonde, c'est quand même qu'on s'arrêterait là. Oui. Mais il faudrait savoir. Ce studio ne suffirait pas à empiler toutes les déclarations par des officiels russes ou par leurs propagandistes selon lesquels le but légitime,
c'était le retour de l'Ukraine intégrale dans le giron de la mer Russie. Donc, encore une fois, il faudrait savoir. D'où la question que l'on se pose, est-ce qu'il y a une forme d'aveu d'échec dans cette déclaration de Peskov qui dit, dans le fond, on ne voulait pas conquérir plus de territoire que ça, et on s'arrête là. Évidemment, la Russie a revu ses objectifs, à la lumière du déroulement de l'opération, des premiers échecs, de l'enlisement de l'offensive. Et puis maintenant, ils ont intérêt à négocier, puisque la dynamique est plutôt dans le sens des Ukrainiens. Évidemment qu'ils n'ont pas du tout intérêt à attendre que les Ukrainiens aient de nouveaux arguments sur la table de négociation, que les Ukrainiens reprennent du terrain, usent un peu plus l'armée russe. Évidemment, le Kremlin a intérêt à essayer de verrouiller ses acquis et de garder la tête haute finalement, sortir par le haut en gardant des territoires. Évidemment qui visent très haut. C'est un haut très relatif si on le compare à ce qu'il souhaitait au départ. Aux yeux de la population. Et d'ailleurs, Poutine peut se passer d'une élection s'il en sort entre guillemets par le haut, avec beaucoup de guillemets. Ça sera peut-être plus compliqué si l'issue est très négative. Gérard Chalion. Il faut rappeler que la Russie, en février 22, a tout simplement essayé de s'emparer de la capitale. C'est-à-dire que son but, c'était installer un pouvoir croupion entre les mains des Russes. Bon, c'est l'échec complet de ce côté-là. Avec les troupes aéroportées qui sont arrivées sur Kiev. Là, aujourd'hui, il travaille sur un plan B, histoire de montrer que finalement, ce n'est pas un échec absolu. Bon, ce qu'il voudrait, c'est une négociation où ils puissent revenir en ayant quelque chose, entre autres la Crimée. Bon, on va voir. Maintenant, est-ce que les guerres se terminent de façon juste ? Réponse, non. Les guerres ne se terminent pas de façon juste. Les guerres se terminent selon un rapport de force. Alors on va voir si les moyens des Russes leur permettent, compte tenu de la conjoncture, compte tenu du fait que les Américains ont des élections bientôt, qu'est-ce qu'ils peuvent conserver et qu'est-ce qu'ils vont être obligés de lâcher. Voilà. Alors, il faudrait que ça devienne le conflit oublié sur le dos des Ukrainiens. On est dans l'incertain. Est-ce qu'il y aura des négociations ou, au contraire, une victoire ukrainienne ? Bon, la victoire ukrainienne me paraît bien difficile, à moins qu'ils arrivent à véritablement briser par Mélitopol le contact complet avec l'Ukraine. Pas impossible. On verra. Alors, vous voyez, vous avez été optimiste une demi-seconde pour les Ukrainiens. Lyudmila Totiava. Oui, sur les prétentions territoriales, on a vu déjà cette histoire en 2014, n'est-ce pas, avec la Crimée, avec le Donbass, où ils ont dit oui, voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 8 ans. 8 ans, ils ont passé, voilà, on a une invasion de large échelle. Et qui contrôle la capitale, contrôle le pays. C'est ça le but de ce que Poutine il a annoncé depuis le début, ça n'a pas bougé. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment une plateforme ou une sorte de base pour négociation. Parce que pour eux, l'Ukraine reste un pays qui est un pays, je ne sais pas, nazi ou autre. Et tout ça... On entend moins cette rhétorique, d'ailleurs. Les ukro-nazis, etc. C'est moins on entend moins des... Oui, mais ça remonte quand même, parce que comment vous pouvez diaboliser votre ennemi quand même. Il faut bien donner tous ces gages aussi face au public. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même... il faut déjà pas croire ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, après, ils font l'inverse. Poutine, il s'est entretenu avec Macron, il a dit non, je ne vais pas envahir, et alors il a envahi l'Ukraine. C'est ce que disait Vincent Hugeux, effectivement. Voilà, il faut vraiment il n'y aurait pas assez de ce studio pour les déclarations. Et je pense que c'est très clair que Poutine, il veut que l'Ukraine, en tant que telle, en tant qu'État indépendant, qui n'est pas dépendant de la Russie, qui n'est pas son vassal, il est intéressé que cette Ukraine, elle n'existe pas. Il veut une Ukraine qui sera une sorte comme une Biélorusse, où il y a un gouvernement qui est juste des marionnettes de Kremlin, quelque chose qu'on avait peut-être en certaines mesures avec Yanukovych qui a quitté le pays en 2014. Ça l'arrangeait. Surtout que l'Ukraine ne soit pas dans l'Union européenne, ou que l'Ukraine soit un bon exemple de démocratie réussie. Parce que dans l'espace post-soviétique, si on regarde les pays comme Biélorusse, Ukraine, Russie, c'est quand même par la proximité géographique et autres histoires partagées, le succès de l'Ukraine, ça va piquer aux yeux. Parce que les gens, en Russie aussi, ils veulent vivre bien.
et si l'Ukraine elle réussit à côté, c'est ça qui est aussi en menace pour le régime de Poutine. Oui. Finalement, c'est la menace de l'exemple, en quelque sorte. Tout à fait. Et il y avait toujours cette compte que Biélorusse, Loukachenko, le président de Biélorusse, soit proclamé. Il a dit, écoutez, vous auriez quelque chose comme en Ukraine, comme Maïdan. C'est vraiment une sorte de peur qu'il essaie de s'aimer dans sa population, et la Russie fait pareil. Alors Gérard Chaliand voulait réagir, et puis ensuite... Une conclusion provisoire. Bien sûr. Ce n'est pas la justice qui va trancher, mais la force. Bon. J'aimerais bien qu'on se souvienne un peu de ça. Espérons que cette conclusion ne soit que provisoire, et puis que peut-être pour une fois dans l'histoire, la justice l'emporte. Gaël Poncet. Oui, alors pas en guise de conclusion, mais peut-être d'ouverture. L'issue de ce conflit va quand même déterminer ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas au XXIe siècle dans l'ordre international. C'est-à-dire que est-ce que la Russie finalement peut faire ça, c'est-à-dire attaquer un pays effectivement dont elle s'était engagée à préserver l'intégrité territoriale quand l'Ukraine s'est démilitarisée à l'issue de l'éclatement de l'URSS, a rendu ses armes nucléaires à Moscou, puisque c'était quand même la 3e puissance nucléaire mondiale, l'Ukraine en 91, et puis a accepté de ne pas intégrer l'OTAN. Donc finalement, est-ce que ce pays qui a fait confiance finalement à son agresseur d'aujourd'hui, on va le laisser être complètement démembré? C'est une question qui va déterminer un petit peu l'avenir des organisations internationales et des relations internationales. La réponse indépassable à ce grand sujet de philo, on la doit à Blaise Pascal, qui avait écrit et dit « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ». C'est exactement ce qui se joue sous nos yeux. La morale et l'efficacité ne sont pas un jeu à somme nulle. Alors, une image, parce que c'est toujours l'obsession de la grandeur de la Russie. Aujourd'hui, on apprenait que le Luna 25, qui est la dernière génération de Roscosmos, qui prévoit de signer un accord, là vous le voyez, de coopération avec des pays africains, mais qui prévoit surtout d'envoyer sur la Lune ce Luna 25, qui serait un engin d'alunissage. Retour vers la Lune des années après, puisque c'est 1976 la dernière fois. Là, on est quoi, en quelques mots, Vincent Hugeux, dans de la communication pour dire nous retournons sur la Lune? Pour moi, c'est d'une logique implacable. La rhétorique russe est tellement lunaire qu'il est assez normal qu'on ait envie d'y retourner. Eric Poncet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette mission reposait à l'origine sur une coopération avec l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne s'est retirée évidemment de la coopération avec la Russie. Et finalement, si les Russes arrivent malgré tout à mener une mission lunaire, malgré l'absence de la coopération européenne qui est importante pour certains composants électroniques, pour certains systèmes de guidage, etc., ça sera quand même un indicateur que le secteur spatial russe se porte encore bien. Encore bien, ce qui vous étonnerait ou Non, les Russes sont historiquement quand même très, très bons dans l'exploration et l'exploitation de l'espace. Il est tout à fait possible qu'ils sachent encore mener des missions lunaires. Alors, on suivra ça, puisque ça va se passer dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, on aura sans doute vendredi une première indication sur la réussite ou l'échec de ce départ qui doit durer, je crois que le trajet sur la Lune, c'est 4 jours et demi ou quelque chose comme ça. 19h30, très précisément, l'heure des cartes blanches. Et c'est vous, Ludmila Totieva, qui débutez. Montrez l'image qui va vous servir de support, image impressionnante avec un glaive et un bouclier. On voit que le bouclier a beaucoup changé. Tout à fait. Alors, l'image que j'ai, c'est justement le monument à Mère Patrie qui se trouve à Kiev, qui a vu en fait le trident remplacer les signes soviétiques d'avant. Juste quelques informations. Alors, le trident a été monté hier, d'ailleurs, et la statue même, elle est la plus importante, je crois, statue monumentale en Europe. Elle est très haute, de 102 mètres de hauteur. Elle se trouve sur le site très important, c'est le site de l'histoire de l'Ukraine dans la Deuxième Guerre mondiale qui l'entoure. Et effectivement, le trident, ça fait l'objet de discussions. Pourquoi le trident et pas autre chose? Alors, pour ça, la mairie, enfin, pas la mairie, mais le ministère, avec d'autres représentants de gouvernement, ils ont fait un sondage avec les gens qui ont pu voter sur une application d'IA sur quoi faire avec les symboles soviétiques
qui était sur le bouclier. Donc le marteau et la faucille, hein, Oui, on le tout rappelle. à fait. Et 95%, ils nous ont voté pour remplacer par le trident. Juste un point important sur la statue même. La statue, elle était inaugurée en 1981 avec même Léonid Brejnev qui est venu pour l'inauguration et elle fait face à l'Est. C'est intéressant parce qu'à l'Est, on a la Russie, c'est ça. Alors, c'est intéressant comme choix. Pourquoi c'est comme ça? Et alors, Léonid Kuchma, qui était, président Kravchuk, qui était le premier président ukrainien, il a expliqué que le choix, il était fait parce que, justement, la statue devrait saluer l'armée russe qui vient libérer, justement, le peuple ukrainien. Alors, pour en revenir un peu plus sur le trident, pourquoi le trident? Alors, le trident, c'est en symbole de la lignée des kniazes ou des rois de Rus de Kiev, de Rurikovitch. Et il était le symbole aussi de Volodymyr le Grand, qui était d'ailleurs le fameux kniaz qui a baptisé le Rus de Kiev, de Yaroslav le Sage, ou encore on le retrouve sur le tombeau de Anne de Kiev, qui était mariée avec Henri Ier. Et ce symbole-là, il s'est réapparu lors de la période de l'indépendance ukrainienne, assez brève, en 1916. 1916, pardon. Vous pouvez laisser la photo, hein, vous allez prendre une crampe, mais on voit très bien les images maintenant. Voilà. C'est justement cette période de la République populaire ukrainienne, une période brève après la chute de l'Empire russe et avant l'arrivée des bolcheviks, quand les Ukrainiens ils se sont établis comme un État. D'ailleurs, ça inclurait tous les territoires ukrainiens comme aujourd'hui, plus aussi la région de Krasnodar, qui appartient à la Russie aujourd'hui. Et après ce trident, effectivement, avec les soviétisations de l'Ukraine et la coupure ou la chute du mouvement d'indépendance, il était interdit. Il était interdit aussi pour une raison, parce que justement l'organisation des nationalistes ukrainiens qui combattaient contre les bolcheviks, ils ont pris le trident comme leur symbole. En quelque sorte, pour nous, pourquoi j'en viens, c'est que le trident, il symbolise l'indépendance de l'Ukraine, et l'Ukraine en tant que sujet de géopolitique indépendant. Et on le voit sur Zelensky à chaque fois, quasiment qu'il prend la parole. On dit aussi qu'il ressemble à un faucon qui fond sur sa proie. Je dis une bêtise? Non, tout à fait. Il y a plusieurs interprétations sur comment on voit le trident, mais une des interprétations qui est beaucoup plus populaire, c'est justement c'est un faucon. Et pourquoi ce trident il est remplacé, ou pourquoi il remplace les signes soviétiques? D'où ça sort? C'est en fait dans le processus, dans la politique ukrainienne de la désoviétisation et la décolonisation qui est en marche depuis 2014 avec l'invasion de la Russie. C'est-à-dire qu'on essaye de réclamer et restaurer des emblèmes nationaux qui étaient réprimés lors de la période de l'Empire russe soviétique, quand c'était interdit, justement, pour réaffirmer notre identité. Alors, le trident, c'est lié avec l'identité ukrainienne, très, très clairement. Voilà, et ça, c'est pas le seul exemple. Il y a aussi un autre exemple qui est lié avec les monuments. Il y a un arc de peuple, de liberté de peuple ou de l'amitié de peuple à Kiev. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait aussi un ouvrier russe et ukrainien, tous les deux un côté de l'autre. Et avec l'invasion, justement, en avril dernier, on a démonté il n'y a plus qu'un seul des deux ce monument. Voilà, parce que justement, ça a juste montré que la Russie, elle n'a pas respecté c'est le fameux monument. Et la Russie, elle n'a pas respecté cette amitié. C'est pas en fait intéressant, c'est quand ils ont démonté la tête de l'ouvrier russe. On voit, effectivement, voilà. La désoviétisation à l'œuvre, et le symbole sans doute le plus important, c'est ce trident qui est sur le bouclier, donc qui